Bienvenue dans Par le Sud passe à table, la nouvelle saison gourmande du podcast de la région Sud. Comment la gastronomie du Sud a conquis le monde ? Comment un art culinaire s'érige en art de vivre ? Qui sont les femmes et les hommes qui œuvrent en coulisses ? Sur tout le territoire, des personnalités ont des histoires extraordinaires à nous raconter. Partons à la rencontre de chefs cuisiniers, de sommeliers et de producteurs qui incarnent le Sud de la plus belle des manières, en titillant nos papilles. Pour ce nouvel épisode, direction le port de Carreau pour un cours de cuisine en famille. Au fourneau, nous retrouvons une brigade mère-fille, Reine et Julia Samut. D'abord journaliste culinaire, Julia a réuni tous ses produits préférés dans son épicerie, l'Idéal à Marseille. À ses côtés, sa mère Reine, chef étoilée, a marqué de son empreinte le restaurant La Fenière à Lourmarin, aujourd'hui repris par son autre fille, Nadia. En pleine préparation du déjeuner, elle raconte une histoire familiale où la cuisine se transmet comme un héritage. Reine, Julia, bonjour. 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 Tu veux que je te montre tout ce que j'ai acheté ? Oh putain. J'ai même mis des pommes de terre au four pour faire des gnocchis si tu veux. Ah, j'avais demandé qu'est-ce que vous allez nous faire ? Moi, je pensais que c'était une bonne idée de faire des gnocchis, peut-être pour accompagner le loup en croûte de sel. Ah bah oui, ça c'est très bien. Ouais. Ou si tu préfères, je te fais des petits rougets. Les deux. Et puis en entrée, je pourrais faire du ceviche avec toi. Ah oui, oui. Du ceviche très bonne idée, avec du ça. mulet. C'est très bien. C'est bien. Ouais. Comme ça, je pourrais en refaire. Bah c'est parti, j'ai l'impression. Voilà. C'est bien. Alors, c'est tout simple en fait. On coupe la tête. Voilà. Hop. Ça, je vais pas le garder. Où est-ce que vous avez appris à faire ça, vous, Reine ? Eh ben, en fait, j'ai appris toute seule. Parce que, il y a des tas de choses que j'ai apprises avec ma belle-mère quand on a commencé, c'est-à-dire le b.a.-ba de la cuisine, mais pas des choses aussi techniques, on va dire. Mais après, finalement, je pense que ça vient tout seul. Ça vient tout seul, mais t'es un peu quand même particulièrement manuel comme personne. Oui, c'est ça. J'ai pensé que j'étais un télo dans les années 70. Je suis allée faire des études de médecine et puis en fait finalement j'étais pas du tout un télo. Et du coup, est-ce que vous pouvez me raconter comment elle s'est faite cette transition vers la cuisine ? En fait, c'est tout simple. Dans les années 70, pendant que je faisais mes études de médecine, enfin je commençais, j'étais pas prête d'être médecin. et donc j'ai rencontré par hasard un grand et beau jeune homme. et je l'ai suivi, et je l'ai épousé, et pour faire au départ, on se disait on va faire un bout de chemin ensemble. Alors il avait envie de restauration parce que au départ c'est un musicien de rock and roll et ses parents trouvaient que c'était pas vraiment un métier d'être musicien de rock and roll. Alors dans les années 70. Dans les années 70. Alors donc ils lui ont dit trouve quelque chose. Il a dit moi j'aime bien la restauration. Ça fait comme une scène la restauration. Quand tu es dans la salle, c'est un spectacle, c'est pareil. Donc il était plutôt séduit par ce côté-là. Et comme je suis arrivée sur ces entrefaites, ma belle-mère a été rappelée pour faire la cuisine. Mon beau-père a fait le restaurant et Guy, il a fait l'animation dans la salle. Et moi, comme je savais rien faire dans la cuisine, j'allais offrir mes services à Claudette, ma belle-mère. Et comme ça, tout doucement, j'ai appris à faire tous les desserts d'un bistrot. C'était des tartes tatin, des tartes au citron, des poires au vin, des crèmes caramel, en fait. Et petit à petit, elle s'est absentée un jour ou deux pour aller faire ses affaires à Aix-en-Provence, parce qu'elle était aixoise. Et à ce moment-là, elle me disait, écoute, tu feras attention à ça. On avait un commis, tu surveilleras bien le commis. Enfin, voilà. Et puis, petit à petit, elle a dû dire à son mari... c'est bon, la petite, elle a mordu à l'hameçon, je vais pouvoir partir. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup de parler avec elle parce que elle me donnait, elle n'a jamais compté, elle ne retenait rien. Elle me dit, ma mère m'a rien donné, il fallait que je regarde par-dessus son épaule pour savoir, tandis que là, elle me donnait tout ce que j'ai appris, je l'ai appris comme ça avec elle.
Et vous, Julia, j'imagine que votre rapport avec Claudette, il était un petit peu différent, mais quand même lui aussi fondateur sur votre manière d'apprendre la cuisine. En fait, je pense qu'on était tous à la même place avec ma grand-mère. C'est un peu elle qui nous transmettait les choses. En fait, c'était un peu le savoir culinaire familial, quoi. Et du coup, c'était quoi les goûts de Claudette ? Enfin, est-ce qu'il y a des choses en particulier chez elle qui vous ont marqué, qui vous ont influencé ? Tellement de choses. C'est vraiment le goût de la Tunisie, en fait, hein, et de l'Orient. En fait, c'est un mélange entre la cuisine provençale, tunisienne, italienne, je dirais. Hein. C'est vraiment la Méditerranée, quoi. Donc de tout, hein, des spaghettis à la tomate fraîche et au basilic avec de l'ail, à la tchatchouka, le couscous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Oui, c'est ça, le couscous au poisson, c'est le premier plat que j'ai appris à faire, le couscous. Ouais. Et avec mon beau-père, lui, par contre, il m'a appris la bouillabaisse. Voilà, j'ai appris deux choses. Que du poisson, par hasard. Ouais. Et au début... dans notre petit restaurant de la rue du Grand Pré de Lourmarin, c'était pas aussi facile que ça. Alors le week-end, on trouvait qu'on n'avait pas assez de monde le samedi. Alors Guy a proposé qu'on fasse du couscous tous les samedis. Alors on faisait le couscous à la viande, hein. Au poisson c'était sur commande, mais à la viande on en faisait 100 portions le samedi parce que on avait 35 couverts comme place assise, hein, à peu près. On faisait donc 35 pour le midi, 35 pour le soir, et le reste, les gens venaient avec leur casserole chercher des portions aussi. C'est ça qui a fait démarrer aussi la maison. Je me souviens, c'était écrit sur on avait une voiture. Sur la voiture, ouais, je me souviens ça. On avait de la publicité, spécialité couscous. Ouais, incroyable. À Lourmarin, quoi. Au fin fond du Vaucluse, quoi. C'était... Il y a des gens qui venaient exprès pour ça. Hein. Oui. Et puis j'ai continué parce qu'après je l'ai un peu entre guillemets modernisé. Après je l'appelais, je sais pas, je faisais ça avec du semoule safrané. Pour le rendre gastronomique. C'était l'appellation. Et puis après, c'était bon, évidemment, c'était pas servi comme un couscous, non. Mais c'était très joliment présenté dans les assiettes et tout. Les petits légumes, c'est au lieu d'être des carottes et tout, c'était des petits légumes. Tout je me souviens, c'est vrai. Mais c'était exactement la même recette. Couscous, voilà. Enfin, c'était surtout la boulette aussi. Hein. Oui, il fallait pas oublier les boulettes parce que c'était le principal. C'est un truc de fou, ça. Les boulettes, ça fait toute l'histoire de ce couscous quand même, non ? Oui. La semoule aussi. La semoule comme ça. Mais la semoule safranée de mamie avec le persil, l'ail et tout ça. Il n'y a personne qui le fait, ça. Non. Nous, c'est un couscous. Ouais, mais il était déjà gastronomique en fait, ce couscous. Oui, c'est ça. Parce qu'il est, il est très délicat, quoi. Et en fait, c'est bizarre parce que quand tu manges ce couscous, enfin, nous, on le connaît par cœur, quoi. Donc à chaque fois qu'on le fait, on croit qu'on sait le goût. Et tu le remanges et tu te dis mais c'est pas possible en fait de faire un truc aussi bon. C'est vraiment un plat extraordinaire, quoi. C'est le plat emblématique des Samuites, quoi. Oui. Bon, après il y en a tellement d'autres, hein, parce que moi par exemple quand on me pose la question qu'est-ce que t'aimes de la cuisine de ta mère, je dis le lièvre à la royale, rien à voir. C'est absolument pas méditerranéen, c'est un plat français d'exception et qui met peut-être 50 heures à faire, je sais pas, c'est terrible le truc. Mais bon, ça c'est aussi la signature de ma mère, c'est que elle cuisine que si t'as mis du temps pour le faire, sinon c'est pas de la cuisine, quoi. Ouais, sinon ça me donne de l'impression de voler, de vendre un truc que tout le monde sait faire. Ouais, mais ça c'est génial parce que c'est ce qui existe presque plus aujourd'hui. Il y a de plus en plus de cuisine. Oui, c'est des cuisines d'assemblage. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. C'est génial. On peut travailler sur les produits de manière très simple, mais au final, tu trouves plus les très grandes recettes. Comme le pitivier que tu as fait cette année. C'était incroyable, quoi. On a fait... moi, j'ai une épicerie donc, dans Marseille et maman est venue pendant un mois, même plus, pour toutes les fêtes, pour préparer les fêtes et tout. Et elle a donc signé des recettes, et notamment le pitivier, mais c'était
Un pithivier de pintade. Non mais c'était fou. Au foie gras. Mais c'est quoi un pithivier? Moi je sais pas ce que c'est. C'est comme une sorte de tourte en fait. Oui, c'est comme une tourte. Comme un chapeau. Comme un chapeau. Il ressemble à un chapeau. Ouais. Un chapeau de Mais surtout, tu ouvres le chapeau et là, ça dépend de qui l'a fait, quoi. Parce que si c'est ma mère qui le fait, ben c'est un dessin à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des rangées de pintades, de truffes, de foie gras, puis de choux aussi, c'était bien. Ouais. Puis une petite farce en plus. Bon, enfin, spectaculaire. Et ça prend du temps. Je pense qu'en vous écoutant, là, on est tous en train de fantasmer un repas de famille chez les Samut. Il ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi un repas de famille où tout le monde est passionné de cuisine? ça ressemble à un buffet. Ouais, c'est vrai. Parce que je sais pas faire seulement un menu avec une entrée. Ouais, vraiment, ça ressemble à un restaurant, en fait, déjà. Clairement. Enfin, ma mère, elle est censée être à la retraite. Mais d'ailleurs, c'est un mot qui n'a pas vraiment de sens. Moi, je dis j'ai retraité mon emploi du temps. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Mais c'est vraiment une blague parce que quand on vient chez elle, ou même à l'improviste, elle dit la liste de tout ce qu'il y a à manger. Mais c'est plus que dans un restaurant d'aujourd'hui, quoi. C'est qu'il y a plus que 3 entrées, 3 plats déjà. En fait, c'est là que je trouve que Claudette a eu le plus d'influence sur moi. C'est vrai. On arrivait chez elle, à n'importe quelle heure à Aix, elle me disait, vous prenez un petit apéritif. Le temps qu'on prenne l'apéritif, elle avait déjà dressé la table, fait la cuisine, enfin tout. Et ça, j'ai été séduite par ce côté-là, parce que chez moi, qui vient d'une famille de l'Est, c'était pas du tout comme ça. On n'envoyait pas des cartons, mais quand même, il fallait bien qu'on sache qui allait venir manger et tout. Et ça, c'est ce que j'ai le plus aimé finalement dans sa cuisine. Les Français ont la réputation de toujours parler de nourriture à table. Les Français ont la réputation de parler de nourriture à table. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Je pensais pas, moi. Mais si on parle les Méditerranéens, pas les Français. Oui, bah écoute, moi je trouve qu'en règle générale, ils parlent de nourriture, même on est à la fin du repas. Ouais, et on parle déjà de la suite. Et on parle déjà de nourriture, de ce qu'on a mangé, ou ce qu'on a mangé hier, ou ce qu'on va manger demain. C'est bien ça. Oui, moi je trouve que c'est bien. Bonne nouvelle. Est-ce que chez vous c'est complètement exacerbé? Ah oui, bah oui, c'est sûr. Ouais. Oui, avant, après, pendant, tout le temps. Et il faut dire c'est notre sujet principal de conversation quand même. Il faut dire que quand je me lève le matin, voilà. J'ai eu toujours mon petit déjeuner est prêt, parce qu'il est préparé. Mais donc je descends. Mon père donc. Elle se le prépare pas la veille au soir. Là par contre mon père il rentre en jeu à un moment. C'est celui-là. Et là on prend le café, tout ça. Et puis dans ma petite tête, il me vient plein d'idées. Alors, je suis en peignoir, je vais pas prendre ma douche tout de suite, je vais faire ma cuisine. Oui. C'est trop bon. J'adore ça. Ouais. Après, je laisse cuire et après, je vais préparer. Oui, j'ai l'impression d'être mamie. C'est clair, c'est fou. Et j'avais vu dans une interview, Julia, qu'au départ, t'étais un peu impressionnée, t'avais un peu peur de cuisiner. De cuisiner. Ouais, non, mais je l'ai pas du tout fait quand j'ai ouvert l'épicerie, ça c'est sûr. C'était même pas possible, même pas pensable. Déjà, les cuisines en inox, déjà, ça m'angoisse, donc pas possible. Et donc, quand j'ai ouvert, c'était hors de question que je cuisine. Moi, l'idée, c'était d'avoir des produits partout et de raconter tous ces produits qu'on a emmagasinés. Nous tous, en famille, c'était ma culture, quoi. Et puis, c'était aussi mon métier de journaliste. Mais passer en cuisine, non, j'aurais pas pu. Donc j'ai offert cette place à un cuisinier. Mais le truc incroyable, c'est que j'ai complètement reproduit parfaitement le système de mes parents. C'est-à-dire que moi, mon truc, c'est d'apporter les produits et que la cuisine me réponde. Ce que fait mon père, en fait. C'est-à-dire que mon père, il apportait les produits à ma mère et ma mère répondait par la cuisine. Tout ça autour d'une sorte de, si on doit faire une comparaison avec le journalisme, de réunion de rédaction invisible dans la voiture où on raconte des milliards d'histoires de cuisine, de trucs qu'on a lus, de souvenirs, de famille, de grand-mère, de trucs. Et ça devient la carte. Sans le savoir, parce qu'il y a quelqu'un qui va agir pour créer cette carte. J'ai reproduit ce système, moi, chez moi, à l'épicerie. Vous l'aviez vu venir, ça, à Rennes, ou pas? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'était
pour nous, enfin de l'extérieur, c'était l'opposé de son caractère, de se confronter à des gens, de leur parler, etc. Et timide, c'est pas forcément toute la vie. Oui, c'est ce que je pense. Parce que quand j'ai ouvert la porte de l'épicerie, ma timidité, je l'ai laissée à la porte, quoi. Mais parce que je me dis, en tant que journaliste, justement, enfin, tu Alors racontes, voilà, ça par contre, t'es allée sur le terrain. Très bizarre, c'est que j'étais journaliste timide, c'était très compliqué. Je déteste poser des questions. Je détestais poser des questions personnelles parce que je me trouvais intrusive. Donc gros travail sur moi, quoi. C'est un projet qui est né. Il est pas né le projet, il est venu comme ça d'un coup. Il n'y avait pas de projet en fait. Il y avait pas de projet ? Non. Je suis allée faire un énième reportage sur le Calisson d'Aix. J'étais dans ma voiture en octobre, je m'en souviens comme c'était hier, et je me suis dit je vais ouvrir une épicerie à Noailles. Voilà. J'aurais pas trouvé d'endroit à Noailles, j'ouvrais pas d'épicerie, quoi. Ça c'est sûr. Et alors j'ai pensé à rien, du tout. Je savais juste que je voulais qu'on puisse manger les produits, qu'on puisse les goûter. C'est-à-dire, je voulais surtout pas que ça ressemble à une bijouterie, quoi. Ni à un magasin de souvenirs de Provence, de tapenade, quoi. Voilà. Okay. Tu vends des calissons ou pas ? Ouais, bien sûr. Je vends des... je vais pas être vulgaire, mais je vends des putains de calissons. Mais moi, j'ai vraiment... Ce qui m'anime, c'est la rencontre avec les producteurs, c'est le savoir-faire, en fait. C'est les mains. C'est la main de l'homme, voilà. C'est ça qui me tue. Oui, tu vois, avec un poisson, on n'a pas une indigestion, hein. Non. Ça, c'est un mulet entier. Ça peut être une entrée pour deux, c'est tout. Vous, Julia, vous dites souvent que votre mère, elle sait tout faire. Ah ouais, c'est sûr. Bah, elle sait tout faire, ouais. C'est pas une blague. Clairement. Les maths, les devoirs. Elle m'a fait tous mes devoirs jusqu'à la 6e, donc même plus, je crois. Alors, je suis devenue journaliste sur un malentendu, je pense, parce que j'avais pas écrit un seul texte avant. Non, mais ça, je sais pas faire, ça. Non, maman, tu me faisais même mes textes de français jusqu'à mes rédactions et tout, je peux te le révéler. Ah, mais j'ai pas du tout aimé ça, c'était vraiment... sais, mais tu t'es bien obligée, tu as réussi. Non, mais je faisais les fiches de lecture. Ouais, exact. Ça, j'aimais bien. Non, moi, oui, elle sait tout faire. En fait, on a un problème, je pense, c'est qu'on ne sait pas faire. Ah ouais. C'est tout. Alors, nous, on ne sait pas faire, on sait faire. Et Julia, elle sait faire savoir. Et mon autre fille, elle sait faire. Ouais. Nadia. Nadia, elle sait faire, je le vois bien. Elle sait faire et elle sait faire savoir. Hein. Ouais. Moi, je dis, écoutez, je peux faire ce que vous voulez, mais je sais que faire. Faire savoir, c'est pas mon truc. Ouais. Oh, quelle horreur. Alors, je me balade quelquefois avec des copines à Marseille. Et puis, on se trouve, je sais pas moi, ou dans une boutique, dans un restaurant. Alors, il y en a une en particulier qui dit... Vous savez, c'est Reine Samut, la cuisinière étoilée. Alors, je lui dis, mais arrête, ça va pas te raconter. Je trouve ça terrible. Horrible. Je dis, je t'interdis de faire ça. Enfin, puisque j'ai Reine Samut, la cuisinière étoilée, sous la main, vous, qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette étoile Il faut savoir qu'on a commencé, on avait 20 ans. Hein. Et à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était, ni les guides, ni les points, ni les étoiles. Hein. Alors on a travaillé parce que ça nous plaisait de faire un truc à deux. Et en même temps, les clients étaient contents. Et puis, je sais pas, moi, un certain temps, il y a un ou deux guides qui se sont manifestés. Et on va dire le guide, celui que tout le monde attend chaque année, le Michelin, eux, ils venaient pas. Donc c'était, on avait ouvert en 75, on était en 95, et là, alors j'avais déjà 18 au Goemio. Ah oui, exact. Et j'avais pas d'étoile. Ouais. Et donc, là, le Michelin vient en 95 nous décerner une étoile. Mais c'est aussi extrêmement symbolique. Et vous avez fait partie des premières femmes à recevoir une étoile, c'est quand même pas rien. Ouais. Je pense que vous, d'une certaine manière, vous avez ouvert la voie aussi pour d'autres femmes chefs. C'est important d'avoir une représentation. Je pense, oui, c'est vrai. C'est vrai que il y en avait déjà
quelques-unes, mais je me souviens même plus Mais moi qui non plus, était là. en fait, à l'époque. Il y avait comment elle s'appelle, Olympe. Ouais. On en parlait, elle avait beaucoup de presse, Olympe. Hein. Et puis sinon, on continuait à parler des mères lyonnaises. Hein. Il y avait des femmes chefs vraiment charismatiques à l'époque. Je goûte pour savoir si c'est salé. On va ressaler un peu. Donc, on a un ceviche. Oui. Je vais le laisser comme ça un petit peu. Alors, comme mes pommes de terre sont cuites, je pensais qu'on pouvait faire les gnocchis, hein, parce que ça va... Les gnocchis, on fait cuire les pommes de terre avec la peau. Ouais. Et on va récupérer la chair. Déjà 100 grammes, tu peux mélanger. Ouais. Avec la cuillère ou avec les mains? Oh, tu peux faire avec les mains si tu préfères. Ouais, je préfère. Après, je vais mettre un œuf. Alors bon, je vois bien qu'il y en a qui font même plus les dessins des gnocchis. Je vois bien qu'il y en a qui font plus rien, quoi. Je vois bien qu'il y en a qui s'en foutent royalement, quoi. Parce que moi, j'ai la planche à gnocchi. Il suffit de faire des petites boules, finalement. Donc là, on arrive à la fin de la confection du gnocchi. C'est ça, on est en train de les passer sur la planche à gnocchi. Les petites boules C'est vraiment le truc pâte à à faire gnocchi. si tu veux arrêter de regarder ton téléphone, quoi. Te mets à faire des gnocchis, tu vas même pas faire de méditation, tu vois. Donc la cuisine, c'est le secret du zen des Samutes. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je vous le conseille à tous. C'est pas la peine d'aller prendre des cours. Surtout qu'après, t'as le kiff derrière de servir ce que t'as cuisiné. T'imagines? Oh, là, tu reçois. Ah bah oui. Et n'hésitez pas, on va vous faire goûter dès que vous voulez. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode Par le Sud passe à table. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.